L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande. Amis jeunes, bonjour, bienvenue à l'Arbre à Palabre. Je suis Abraham Dientea pour vous conduire durant ces 30 minutes sur des sujets qui nous concernent en tant que jeunes de Côte d'Ivoire. Avec moi, une collaboratrice, Jennifer Ollier, bonjour. Bonjour Dientea. Aussi deux autres collaborateurs que sont Alec Lavry, bonjour. Bonjour Abraham. Et Monsieur Ange Nyoré, bonjour à toi également frère. Bonjour cher frère. Voilà. Ensemble, nous recevons M. Joël Kouadio, président national de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et du Rassemblement démocratique africain, membre du bureau national. Bonjour, M. Joël Kouadio. Bonjour Abraham. Avec vous, nous allons parler d'éducation, de formation des jeunes, de chômage, de l'immigration clandestine, des futures élections présidentielles de 2020. Encore, je dirais, heureux de vous recevoir en ce studio. Merci. Voilà, donc sans trop de détours, voilà, nous allons aborder le premier point de cette émission qui s'articule sur les questions de l'éducation et de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Et c'est avec Jennifer Ollier. Merci très bien, cher confrère Abraham Dientea. Alors, Monsieur Kouadio, la question du niveau 3e pour entrer au CAFOP ne fait pas l'unanimité chez les jeunes. Surtout que l'UNESCO a publié récemment un rapport qui stipulait en fait que plus de la moitié de la population des personnes qui ont le niveau 3e ne savent pas très bien lire et écrire. Donc, c'est vraiment un problème, surtout au niveau de la qualité des enseignants. Quelle solution vous prévoyez pour le personnel? Bien, la solution que moi je propose, elle est simple. C'est de renvoyer le concours jusqu'au niveau terminal. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on voit la face. Il y a la réalité depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Notre éducation nationale connaît un grand problème avec ces grèves, avec de nombreuses grèves. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui la formation n'est pas... Puisque les programmes, même on n'arrive pas à achever les programmes. Donc la formation même a pris un coup. Donc pour des personnes qui doivent aller former des élèves, il faut que ces personnes eux-mêmes d'abord, à la base, soient formées, aient une éducation assez qualifiée avant de pouvoir leur permettre. Aujourd'hui, le niveau 3e, c'est pas ça. Moi, pour moi, ma solution que je propose, c'est que l'État renvoie ce concours à un niveau. Et si jamais vous êtes aujourd'hui à la tête de la haute instance, qu'est-ce que vous prévoyez de manière concrète? Qu'est-ce que vous allez prévoir de manière concrète? Nous allons revoir tous les livres du primaire, parce qu'aujourd'hui, même le système éducatif, aujourd'hui on parle de la formation par compétence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays assez outillé pour pouvoir appliquer cette formation ici. La formation d'avant, depuis les années 60 jusqu'en 99, cette formation était encore meilleure. Et je pense bien que si on revient aux affaires, nous allons repartir sur cette base de formation pour que l'éducation ait un certain niveau en Côte d'Ivoire. D'accord. Également, qui dit formation de qualité dit diplôme de qualité et cela va de pair aussi avec des infrastructures de qualité. Aujourd'hui, on observe beaucoup de précarité dans les écoles, dans les universités. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire. Quelle solution aussi à ce niveau-là? Mais c'est de tout ça là que je parle. Vous savez, quand la formation à la base a été manquée, même quand tu te retrouves dans une administration, tu ne peux pas mieux faire. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord, mais quelle solution d'infrastructure, de méthode, même d'apprentissage, par exemple? Oui, mais aujourd'hui, vous parlez d'infrastructure. Vous savez que lorsque le gouvernement veut doter en infrastructure, c'est à des personnes, c'est à des directions qu'on confie ces projets. Donc maintenant, quand le projet est piloté par une personne même qui a raté sa formation depuis, quelle bonne chose ou bien quelles sont les meilleures infrastructures ou bien quelle meilleure manière, quelle meilleure approche
que cette personne peut avoir au regard d'un tel projet pour que ça soit fait. Donc, mais nous avons l'expérience des universités. On nous dit que l'université a été réhabilitée avec plus de 100 milliards. Mais quand vous regardez, c'est du n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Nous, c'est ce que j'ai dit. Pour améliorer les infrastructures. Pour améliorer les infrastructures. Construire des écoles. Oui, on va construire des écoles. Mais cette fois, nous allons confier à des personnes compétentes qui sont capables, qui ne vont pas nous faire des constructions fictives. Parce que c'est de ça aussi qu'il est question. Nous allons mettre en place une organisation et qui sera chargée uniquement de veiller aux infrastructures scolaires et universitaires. Mais ce problème, à ce que je sache, ne date pas d'aujourd'hui, parce que même durant, je dirais, le règne du PDCI, on avait toujours des problèmes d'infrastructure. Parlant même de 99, la situation au niveau de l'éducation nationale avait toujours ce même problème-là. Donc, je sais pas. Et pour en ajouter quelque chose, le problème des constructions fictives, ça ne date pas d'aujourd'hui. Justement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les constructions fictives, on a appris ici dans ce pays que Akoto, le ministre Akoto avait reçu des financements pour construire une université chez lui, en Côte d'Ivoire, Abidjan, pardon, et qu'il a finalement construit une école, mais qui a l'allure d'université chez lui. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est une nouvelle politique au niveau du PDCI-RDA? Bien, moi je dis que ce genre de débat, je n'aime pas trop m'immiscer. Parce que quand les gens avancent des propos, il faut qu'ils apportent des preuves. Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, lui il me dit que le ministre Akoto devait construire une université, mais qui a fait une école qui a l'allure d'une université. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, on dira que le ministre est en infraction et on apporte des preuves pour qu'il soit incriminé. Donc, quand ce n'est pas fait, c'est que ça n'a pas existé. Mais vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes en Afrique. Souvent, les gens utilisent, ils imaginent certaines choses et voilà, juste pour salir soit un parti politique ou bien soit un dirigeant d'un parti politique. Mais je crois en 98 aussi, on a connu l'affaire du détournement des 18 milliards où il y a eu le ministre, je crois, Pierre Kipré, qui était cité dans une telle affaire avec aussi monsieur, je crois... Bombay je ne sais pas trop, mais Pierre Kipré qui a été cité dans une telle affaire. Donc finalement, pour nous autres Ivoiriens, ce n'est pas un fait nouveau. Bien, vous savez, aujourd'hui, le PDCI-RDA est dans une dynamique. Et depuis 1999, le PDCI-RDA n'est plus au pouvoir. Nous sommes aujourd'hui en 2019, ça fait 20 ans que nous sommes dans l'opposition. Donc cette opposition n'est pas une opposition qui était assis et regarder le gouvernement, mais nous sommes assis, nous avons fait des ateliers, nous avons des commissions techniques qui ont travaillé comme un gouvernement. Donc nous avons beaucoup de projets pour la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, quand vous parlez de l'éducation, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura des organisations qui seront très bien, des structures qui seront rattachées à ces ministères qui sont concernés pour un suivi. C'est de ça qu'il est question en fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut allouer des trucs, mais quand il n'y a pas de suivi, bon, chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut. D'accord, on va finir la question de l'éducation, formation, par cette question. Beaucoup d'efforts aussi ont été faits pour scolariser la jeune fille, éduquer la jeune fille, voilà. Mais beaucoup encore reste à faire. Quelle politique vous avez prévue pour vos filles, vos femmes, vos nièces? Effectivement, à ce niveau, il y a une grande sensibilisation à faire. Partout, que ce soit dans le milieu urbain comme dans le milieu rural. Il y a une grande sensibilisation à faire parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il faut permettre aussi à la femme d'être devant. C'est ça aussi. Partout où on parle de démocratie, il faudrait qu'on parle à côté de l'émancipation de la femme. Alors, j'aimerais revenir sur cette question de la femme et de l'éducation. Vous parlez de sensibilisation. On sait que l'administration et l'État, c'est une continuité. Les gouvernements ont fait de la sensibilisation. Est-ce qu'il faut encore revenir parler ou poser des actes concrets concernant cette problématique? Bien sûr. Et quels sont ces actes-là que vous nous proposez à part sensibiliser, parler? Mais
nous ne sommes pas encore en campagne, ne me faites pas dire Non, mais ce que nous préparons pour notre campagne. Solutions, parce que là, non, mais c'est ce que je dis. Est-ce qu'on a besoin d'être en campagne? Au moment venu, vous saurez. Vous nous dites Est-ce qu'on a besoin d'être en campagne pour trouver des solutions à tel problème qui mine nous dit que la ça fait jeunesse? 20 ans qu'ils sont au pouvoir, ça fait 20 ans qu'ils travaillent comme un gouvernement, ça fait 20 ans donc que vous menez des actions. Donc au titre de ces actions, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Non, ça ne fait pas 20 ans. J'ai dit que ça fait 20 ans qu'on a perdu le pouvoir. l'opposition. Nous sommes dans Et l'opposition. qu'ils travaillent, je cite ces mots, et qu'ils travaillent comme Nous travaillons en commission technique. Oui, et vous avez ajouté... Donc comme nous un avons des gouvernement. solutions pour ça lorsqu'on sera au pouvoir en 2020. D'accord. Un autre... Ouais. C'est fini. D'accord. Un autre point essentiel, c'est la question du chômage. Selon un rapport du Centre de recherche microéconomique du développement publié le 31 janvier 2019, 9,6% des jeunes de 15 à 35 ans sont au chômage contre 12,2% de diplômés du secondaire et 17,1% pour ceux du supérieur. Quelle explication donnez-vous à un tel taux de chômage, après avoir dirigé le pays pendant 40 ans et pas plus tard qu'hier, aux affaires aux côtés du RHDP, qui est le parti au pouvoir? Bien, c'est vraiment une très belle préoccupation. Il faut le dire, vous avez parlé des 40 ans du pouvoir. Mais pendant ces 40 ans, le taux de chômage n'était pas assez élevé ainsi. Donc nous devons tous comprendre que par moment, il y a la volonté de diriger, mais il y a aussi, de l'autre côté, la capacité. Aujourd'hui, il est clair que toutes les statistiques démontrent que depuis le PDCI-RDA a quitté le pouvoir, aucun gouvernement n'a mieux fait que le PDCI-RDA. Mais justement, je dirais que c'est une courbe. Et elle monte, elle grimpe au fur et à mesure. Oui. Le chômage, je dirais, a commencé véritablement, ce taux a commencé à grimper, je dirais, depuis 90, justement. Et depuis à cette période, le PDCI, à ce que je sache, était encore au pouvoir. Aujourd'hui, le PDCI, en réalité, n'a pas cessé d'être au pouvoir parce qu'elle était plus ou moins aux affaires, justement, avec certains gouvernements. Je pense que le PDCI a travaillé dans le gouvernement de réconciliation nationale avec le FPI. Le PDCI encore s'est retrouvé au pouvoir avec le RHDP depuis 2010 jusqu'à pas plus tard qu'hier. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un parti qui, depuis, je dirais même la naissance de ce pays-là, est aux affaires... n'arrive pas à véritablement trouver une solution véritable pour cette question de chômage, parce que vous avez mené 40 ans de pouvoir et aussi, je dirais, près d'une décennie de co-pouvoir, comme elle est en train de le dire, avec le RHDP, qui est le parti en ce moment au pouvoir. Finalement, c'est le parti qui a le plus duré au pouvoir. Bien, comme je le disais tout à l'heure, vous avez parlé de 40 ans. Oui. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que c'est depuis 90 que l'on a commencé à sentir l'ascendance. Oui. Mais regardez, de 90 à 95, il y avait beaucoup de troubles avec la venue du multipartisme. Oui. Dans tous les pays, lorsque ce genre de situation arrive, on s'attend forcément à des effets collatéraux. D'accord, mais... Donc cela en fait partie. Vous avez vu, et après l'élection présidentielle de 1995, le président Aimé Henri Konan Bédié avait mis des stratégies en place pour lutter contre le chômage. Vous avez vu la création de plusieurs chaînes PAC. Vous avez vu la création de plusieurs structures d'État. Oui, mais aujourd'hui, où sont ces structures d'État après 1999 ? Comment est-ce que, avec ça, parce que normalement, la création de ces structures devait permettre à la Côte d'Ivoire d'étouffer ce problème de chômage. Maintenant que, depuis 1999, on n'entend plus parler de ces structures. Monsieur le journaliste, comment est-ce que ce taux de chômage ne sera pas assez grandissant ? Assez grandissant, mais le PDCI se retrouve encore, je veux dire, aux affaires avec le RHDP. Le PDCI-RDA a lutté au sein du groupement politique RHDP. D'accord. Et pour avoir le pouvoir en 2010. Mais en 2010, quand on a eu le pouvoir, il y avait quelqu'un qui était en tête, qui était le président de la République, Alassane Ouattara. D'accord. Effectivement, il y avait des ministres du PDCI-RDA qui étaient dans le gouvernement, et ils ne font que proposer des solutions. Maintenant, lorsque les solutions sont proposées et que c'est lui
qui a le dernier mot, c'est-à-dire qui doit Décider. n'en fait pas bon usage, qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi je vous dis, rendez-vous en 2020, quand le PDCI sera au pouvoir, vous allez comprendre que le PDCI-RDA, ce n'est pas un parti. Si un parti qui a dirigé une nation pendant 40 ans et qui a créé tous les sillons d'une nation moderne, on doit tout de suite comprendre que ce n'est pas un parti avec qui on doit jouer. Nous avons des hommes. D'accord, des hommes, mais voilà. Une autre question aussi, c'est de savoir si le PDCI finalement n'est pas en quelque sorte, je dirais, responsable de cette précarité que vit bon nombre de jeunes Ivoiriens aujourd'hui, parce que je dis que le PDCI est comme le parti qui a donné vie à toute cette population ivoirienne, c'est comme la racine. Et donc pour moi, si depuis la base, l'entretien ou bien la commodité, le nécessaire n'a pas été mis à disposition, aujourd'hui, c'est normal qu'on se retrouve dans une telle situation. Pour dire, est-ce que véritablement le PDCI a joué son rôle quand il fallait? Oui, bien sûr, le PDCI a joué son rôle. Mais pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans une telle situation? Mais ce sont les effets collatéraux du multipartisme. Oui, je le dis parce que vous savez, les gens ont tendance à comparer les pays africains aux pays européens. Mais moi, je dis non. Il faut qu'on arrête ça tout de suite. Le multipartisme, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord la mentalité. Mais quand les gens ne sont pas encore préparés, une population n'est pas encore préparée, et qu'on force, et qu'on y arrive, forcément, il y a des effets. Et c'est ce que nous subissons. Donc, le PDCI-RDA n'a pas suscité ce que vous dites. Au contraire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le PDCI-RDA se promène partout en Côte d'Ivoire et même ailleurs, pour parler de réconciliation, pour parler de paix. Je me dis peut-être pour, je dirais, essuyer les blessures, penser les blessures. Non, le PDCI ne cherche pas à se redonner notre image, certainement, pourquoi pas? Non. Notre image est restée... Nous sommes constants. Depuis la création du PDCI-RDA jusqu'à aujourd'hui, depuis la gestion jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés constants dans tout ce que nous avons fait. Mais quand vous regardez tout ce qui est arrivé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le PDCI n'a rien à voir avec tout ce qui est arrivé. Donc, nous n'avons pas provoqué quelque chose et donc nous n'avons pas le droit d'essuyer quelque chose. Mais nous, ce qu'on fait, c'est d'appeler les uns et les autres, c'est d'interpeller les uns et les autres que non, mais nous n'avons pas tracé ces signaux d'une Côte d'Ivoire moderne pour que aujourd'hui il y ait tout ce qui se passe à l'intérieur. Non, c'est ce que nous essayons de faire. Ramener tout le monde à la raison pour qu'ensemble, on puisse mettre l'intérêt de la nation au devant. C'est de ça qu'il est question. D'accord. En tant que jeune de Côte d'Ivoire, pensez-vous que cette jeunesse-là est à même de croire aujourd'hui en ce parti-là, en ces solutions que vous nous proposez? Parce que beaucoup aujourd'hui sont un peu stigmatisés par toutes ces situations vécues ça et là, du fait de savoir que, comme je le dis depuis le début de cette phase-là de questions, beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent que le PDCI a été aux commandes du pouvoir dans ce pays. Ils ne nous ont rien proposé d'autre que ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que finalement vous pouvez donner un brin d'espoir à cette jeunesse qui, plus ou moins, se nourrit de doutes quant à véritablement des solutions véritables de la part du PDCI? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. En quoi faisons pratiquement pour aider cette jeunesse-là à sortir du chômage et à vivre, je dirais, un lendemain meilleur? D'abord, vous savez, dans un pays, tant qu'il n'y a pas de paix, tant qu'il n'y a pas de réconciliation, aucun projet ne peut aboutir. Donc aujourd'hui, moi d'abord, en tant que président de la jeunesse du PDCI-RDA, je vais dire à mes amis jeunes que la paix n'a pas de prix. Et comme la paix n'a pas de prix, il faut qu'ils comprennent que leur avenir, c'est au PDCI-RDA. Parce que c'est le seul parti qui prône la paix et la réconciliation. Et avec la paix et la réconciliation dans un pays, on peut tout faire. Donc à ces jeunes qui ont des ambitions, qui aspirent à avoir un avenir meilleur, qu'ils viennent simplement adhérer au PDCI-RDA. C'est le parti d'espoir. Mais c'est quoi l'espoir pour ces jeunes au PDCI? C'est un avenir radieux. Ouais, c'est ce qu'on a toujours entendu. Mais c'est ce que le PDCI a toujours fait pendant les 40 ans. Tracer les sillons d'un avenir meilleur. C'est tout. Qui jusqu'à aujourd'hui, pour moi, demeure encore invisible. Non. Puisqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui inaugurent tout ce qu'on a prévu et ils s'autoproclament propriétaires de projets. Ça veut dire que le PDCI a fait beaucoup. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas ailleurs et nous savons tout. D'accord. L'arbre à palabre.
Voilà, vous suivez Labre à Palabre, votre émission d'échange sur des sujets qui concernent la jeunesse de Côte d'Ivoire. Abraham Diente au micro, accompagné de Jennifer Oulier, Alec Lavrier et Ange Ignoré. Pour mener à bien cet entretien, amis jeunes, nous recevons ce jour Joël Kouadio, président de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et du Rassemblement démocratique africain, membre du bureau politique. Voilà. Dans cette deuxième phase de notre émission, nous allons nous axer sur la question de l'immigration clandestine avec Alec Lavrier. Exactement, Abraham. Et là, je me tourne directement vers notre invité. Alors, la Côte d'Ivoire se positionne au 4e rang des pays de provenance des migrants qui tentent à gagner l'Europe, derrière respectivement l'Éthiopie, le Nigeria et la Guinée. Selon l'Organisation internationale pour les migrants OIM, avec 9000 migrants ivoiriens qui sont arrivés sur les bords de l'Italie seulement pour l'année 2017. Alors, j'aimerais savoir, que proposez-vous pour maintenir ce capital humain en Côte d'Ivoire? Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, j'ai mal quand j'entends tout ça, parce que la jeunesse ivoirienne est victime de la mauvaise gestion d'un gouvernement. Sinon, pourquoi chercher à risquer sa vie pour ce qu'on peut en avoir en Côte d'Ivoire? Vous comprenez? Et tout ça, c'est parce qu'il y a un manque d'emploi en Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a plusieurs possibilités. Comme? Il y a plusieurs possibilités que le gouvernement a de nous créer des emplois ici, pour ne plus que nos jeunes puissent aller risquer leur vie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes de solutions? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'on fasse la campagne avant la campagne. Ce n'est pas une campagne, justement. Parce que là, pendant près de 60 ans de pouvoir, non, je dis près de 60 ans de pouvoir et de co-pouvoir, on a travaillé. Et donc, on a déjà mené quelques actions. Est-ce que ces actions ont porté leurs fruits? Si oui, lesquelles? Et est-ce qu'on doit poursuivre ces actions? Donc, quelles sont ces actions? C'est ce que je disais tout à l'heure là. Oui. J'ai dit, après 1995, le président Emery Konan-Bédié, étant président de la République, a pensé à ça avec son gouvernement. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont été créées. Vous savez, il y a... Nous allons revenir sur ces entreprises qui ont été créées. Excusez, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 70% de jeunes. Aujourd'hui, la fonction publique ne peut pas embaucher. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ce n'est pas tous nos jeunes qui sont diplômés, qui sont allés à l'école. Mais par contre, ils peuvent, avec des entreprises, se débrouiller. Ils peuvent être embauchés en tant que même balayeurs dans certaines entreprises. Mais aujourd'hui, ces entreprises d'État qui devaient absorber cette tranche de jeunes, où sont passées ces entreprises d'État? C'est de ça qu'il est question. Il n'y a plus d'entreprises d'État? Il y en a combien? Maintenant, c'est là justement la question. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous dites que l'État ne peut plus embaucher tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Puisque les jeunes diplômés continuent d'affluer. Mais c'est ce que je dis. Il faut le PDCI-RDA au pouvoir en 2020 pour créer de l'emploi. Nous avons la capacité, nous l'avons déjà fait, créer des entreprises d'État. Et puis aujourd'hui, il faut le dire, il y a des ministères où les gens ont besoin d'argent. Mais les gens ne disent pas la vérité aux gens. Et tout se passe par copinage. Quand aujourd'hui je sais que... Des ministères où les gens ont besoin d'argent, quand je sais aujourd'hui que je dois payer soit 1 ou 2 millions pour être admis à un concours et que je n'ai pas. Ou bien quand je sais que je dois payer jusqu'à 30 000 francs pour pouvoir avoir accès à un concours et que je n'ai pas, qu'est-ce que je fais? Je vous remets la question. Non. Ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est ces causes-là qui poussent ces jeunes-là? Mais bien sûr, c'est le manque d'emploi qui les pousse à partir. D'accord, maintenant, quelles sont les solutions pratiques que le PDCI, sinon la jeunesse c'est de créer des emplois. Mais on crée comment ces emplois? C'est ce qu'on veut savoir. Pour permettre à cette jeunesse-là de profiter de ce bien-être. C'est la création d'entreprises. En dehors de la création d'entreprises, parce que vous avez parlé tout à l'heure de ministères qui ont besoin d'argent et qui souvent demandent de l'argent en échange, d'accord? Mais pourtant, ces migrants-là ont des millions sur eux et qui préfèrent aller comme ça, aller vivre à l'extérieur. Il y a plusieurs causes. Bien sûr, bien sûr. Donc, quelles sont vos solutions que vous prévoyez? C'est vrai que l'avenir serait entre les mains du PDCI, mais après ça, en amont, qu'est-ce qu'on doit, quelles sont les pistes de solutions? Qu'est-ce qu'on doit voir pour détecter ou bien pour dire effectivement le PDCI, c'est le parti de l'avenir et que moi j'aimerais y adhérer et les pousser au pouvoir? Est-ce qu'on veut savoir? Mais regardez, aujourd'hui, le PDCI est dans une dynamique de rajeunissement. Ça veut dire simplement que aujourd'hui,
tous les projets de société et tout le projet de gouvernement que le PDCI aura mis en place va tourner autour de la jeunesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, du coup, la génération passée ne pensait pas à cela. Justement, non, je n'ai pas dit que la génération passée ne pensait pas à ça, puisque je vous ai dit tout à l'heure que jusqu'en 1999, il y avait des entreprises qui existaient et ces entreprises permettaient à l'État de pouvoir absorber cette tranche de jeunes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais depuis lors, mais si toutes ces entreprises ont été privatisées ou ont été fermées carrément, et ces personnes se retrouvent à la rue. Pendant ce temps, il y a encore une autre génération aussi qui commence à grandir. Et la privatisation a commencé en 1990. Mais avec le président de la République actuelle. Oui, mais il était membre du PDCI. Exactement. Il vous a dit qu'il était membre du PDCI RDA? Oui, c'est ce qu'on sait, non? Bon, il était membre, mais il avait sa manière de gérer, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. En tant que Premier ministre, c'est lui qui a privatisé les entreprises. Mais sous la coupole de qui? Du PDCI? En tant que Premier ministre. Wow. Vous avez parlé de décideur tout à l'heure. En ce moment, le Premier ministre, c'est pas lui qui décide. Nous sommes dans un régime présidentiel. Le président Houphouët-Boigny était là. C'est parce que le président a fait confiance à Alassane Ouattara qui l'a fait venir dans le temps, en 90. Oui, mais bien au-delà de ça, c'est le président Houphouët qui décidait. Justement. On est dans un régime présidentiel. Et même est-ce que c'est Ouattara qui prend les décisions? Bédier, exactement. Ce n'était pas le Premier ministre qui décidait. Comme vous-même, vous l'avez dit, lorsqu'il y a des ministres, ils font des propositions et après, c'est le président. Même au-delà de Ouattara, on a eu en 1995 Duncan qui était Premier ministre. C'était typiquement PDCI, mais les conditions étaient toujours pareilles. Non. Oui, c'est ce qu'on dira. Contrairement aujourd'hui, les conditions n'étaient pas pareilles. D'accord, on va aller. Allez, la prochaine question, nous allons maintenant nous intéresser à la ville de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, considérée comme une plaque tournante de l'immigration clandestine vers l'Europe. Là-bas, depuis on va dire l'incendie du grand marché, il n'y a quasiment plus d'emplois, plus d'entreprises pour pouvoir absorber ce taux de chômage. Alors, quelle est votre politique pour pouvoir éradiquer ce fléau-là déjà dans cette localité qui est déjà connue en tant qu'une plaque tournante de l'immigration? Effectivement, il faut donner la confiance à la jeunesse. Il faut quand même Daloa est une zone qui est favorable à l'agriculture. Il faut quand même encourager ces jeunes au retour à la terre. Il faut quand même encourager ces jeunes à entreprendre autrement, ailleurs, pas forcément avec les magasins dans les marchés, parce qu'il faut dire que l'histoire du Daloa est vraiment délicate. Voilà, donc, autre point. Voilà, on va accélérer, d'accord. Rapidement, vu qu'il a déjà répondu à la question de Daloa, donc on suppose que cette politique sera appliquée à l'ensemble du territoire national. Bien sûr. Alors, intéressons-nous maintenant à la dernière partie de mon questionnaire concernant les migrants qui ont été au nombre de près de 3400, un peu plus de 3400. L'État de Côte d'Ivoire a entamé depuis maintenant un peu plus de 3 ans au retour au pays de ces personnes qui ont été, on va dire, à l'extérieur et qui ont eu une expérience négative. Maintenant que ces personnes-là sont sur le territoire national, qu'est-ce qu'on fait pour elles? C'est ce que nous revenons toujours au même problème. Moi, je dis que c'est une question d'emploi. L'État doit pouvoir créer des emplois pour ces personnes. C'est simple. Oui, à quel emploi pensez-vous quand vous parlez d'emploi, par exemple? Mais il y a plusieurs... Tout à l'heure, je parlais du cas de Daloa. J'ai demandé à ce qu'on encourage la jeunesse au retour à la terre. Oui, c'est ce qu'on a, on a entendu ça depuis notre naissance avec le PDCI. Oui, mais effectivement, quand le PDCI était là, vous avez su. Lorsqu'on disait que l'agriculture était le pilier de l'économie ivoirienne, c'était pas faux. Mais aujourd'hui, où sont passés ces champs de cacao? Il y avait aussi une politique mise en place pour valoriser l'agriculture. Il y avait bien sûr. il y avait la Coupe nationale du progrès. C'est de tout ça là que je parlais. Donc, oui, il y a eu... Mais tout ça, ce sont des projets du PDCI RDA. Mais où sont ces projets aujourd'hui? D'accord. On ne va pas trop s'attarder sur ce point. On va aborder un autre point, je dirais le dernier même de ce numéro de Labre à Palabre avec Ange Ignoré. Et cette question, c'est la question du climat électoral de 2020. Et Joël Kouadio, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de développement sans paix, sans cohésion, sans réconciliation, vous l'avez dit. Et la réconciliation, la paix est de plus en plus menacée aujourd'hui avec les discours, avec le climat politique qu'on connaît. Alors,
regarder droit dans les yeux des jeunes Ivoiriens qui sont inquiets aujourd'hui par rapport à 2020, qui fait très peur aujourd'hui, et dites-leur quelque chose qui va les rassurer. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse ivoirienne n'a pas à avoir peur, mais doit plutôt prendre ses responsabilités. Lesquelles? Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où les gens n'ont aucune notion de la démocratie, ou du moins du jeu démocratique. Et nous sommes jeunes, nous sommes le peuple. Dans un pays, lorsqu'on parle de démocratie, on parle de la souveraineté du peuple. Donc, par moment, il faut que cette jeunesse-là comprenne que le pouvoir est certes Est-ce qu'on peut aller un peu plus rapidement? Exécutif, mais le peuple est souverain. Est souverain. Oui, mais la question, le problème, c'est quoi? C'est que avec le climat politique qu'on connaît, avec toutes les tensions qu'on lui connaît, les jeunes ont peur. Parce que quand il y a des climats, quand il y a des tensions, quand il y a des crises, et ce sont eux, parce qu'ils sont les plus nombreux de la population qui s'affrontent, et c'est encore eux qui sont victimes. Ça fait que 2020 aujourd'hui, avec les tensions politiques qu'on connaît, fait peur à la jeunesse ivoirienne. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'ils n'aient pas peur? Quel est le message? Quelles sont les garanties que la jeunesse ivoirienne peut avoir aujourd'hui? Vous disiez tout à l'heure, ils n'ont pas à avoir peur. Mais sur quoi doivent-ils se baser pour ne pas avoir peur? Aujourd'hui, ils doivent savoir qu'il y a des partis politiques de l'opposition qui œuvrent à ce que la communauté internationale, à ce que des structures internationales qui travaillent pour la démocratie en Afrique puissent s'impliquer dans cette question de la Côte d'Ivoire. Et nous avons saisi beaucoup, que je préfère ne pas en citer, qui nous ont rassurés. Et tel qu'on connaît ces structures, ils ont l'expérience nécessaire, ils ont la capacité de pouvoir maintenir un climat démocratique apaisé en 2020. Vous pensez que ces structures internationales dont vous parlez, ces organisations internationales, ont eu une influence vraiment sur la Côte d'Ivoire? Oui. Et qu'elles peuvent changer quelque chose? Oui. Mais quand vous parliez de responsabilité de la jeunesse tout à l'heure, pour dire que les jeunes doivent prendre leurs responsabilités, et que vous parliez en même temps d'organisations internationales, que vous donnez l'impression que vous comptez sur les organisations internationales, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, pas forcément. Nous ne comptons pas sur les organisations internationales, mais c'est un appui. C'est un appui, puisqu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas l'appareil du pouvoir, et donc peut quand même savoir compter, malgré ce que nous-mêmes, nous allons faire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas juste si vous avez fait très attention, le peuple est souverain, donc vous devez tout comprendre. Ok, on l'aura compris. Malgré ce que vous-même, vous allez faire. Ce que vous allez faire, actuellement, le PDCI et ses alliés sont en train de prévoir un meeting, je crois du côté de Port-Boué, un meeting qui apparemment est interdit. Il avait été interdit du côté de Yopougon, on l'oriente à Port-Boué, l'interdiction demeure, et le PDCI et ses alliés s'apprêtent à faire un forcing. Votre père, Félicien Houphouët-Boigny, disait « La paix, ce n'est pas un vain mot, ce sont des actes concrets ». Est-ce que vous allez dans le sens de la paix en maintenant le meeting? D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que nous avons le droit d'organiser ce meeting. Nous avons reçu tous les documents nécessaires qui nous permettent de faire ce meeting. Nous n'avons pas encore reçu, je le dis bien, nous n'avons pas encore reçu de documents qui nous disent que notre meeting est interdit. Quels sont les documents que vous avez reçus qui vous y autorisent? Bien, vous savez, avant d'occuper les espaces, quand c'est dans une commune, on adresse une note au premier magistrat qui est le maire. Nous l'avons fait à Yopougon. C'est le maire de Yopougon qui nous a dit non, dans ma commune, il ne doit pas avoir d'organisation jusqu'au 5 janvier. Et nous avons essayé ailleurs. Nous avons essayé à Port-Boué. Le maire de Port-Boué, Aimou Sylvestre, il nous a donné l'accord de faire le meeting. Donc nous avons le droit. Et même la Constitution nous autorise en tant que parti politique de faire des manifestations. Oui, les manifestations sont toujours autorisées, mais il appartient aux autorités de les autoriser au dernier moment. Bien sûr, mais voilà pourquoi je dis que le premier magistrat du Port-Boué nous a donné l'autorisation de faire au terrain s'il faut. La question de la paix est forcément toujours liée aux élections présidentielles en Afrique, parce que les guerres les plus grandes en Afrique et les plus nombreuses partent toujours des élections mal organisées. Aujourd'hui, il y a le débat de la CEI, il y a le débat de l'identité. Qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir améliorer ces choses, pour qu'il y ait consensus autour?
Bien, ce que nous proposons, c'est simple. Depuis très longtemps, nous avons demandé au gouvernement d'ouvrir les échanges à tous les partis politiques de l'opposition et de prendre en compte les propositions de ces partis de l'opposition. Et ce n'est pas fait? Jusqu'à aujourd'hui, non. Et nous y croyons toujours. Et si ce n'est pas fait jusqu'aux élections, vous faites quoi? Si ce n'est pas fait jusqu'aux élections? Oui. Jusqu'en octobre 2020. Au moment venu, vous serez avisé. Et là, on attendra 2020 ou bien octobre 2020 pour que les Ivoiriens soient rassurés. Parce que plus on s'approche d'octobre 2020, plus la peur grandit. Parce que plus les discours deviennent plus haineux, plus les tensions montent. Avec l'actualité du meeting actuellement, les tensions sont en train de monter parce que le pouvoir cherche à étouffer ça et vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à octobre 2020 pour être rassuré qu'il y aura la paix? Non. Nous n'allons pas attendre jusqu'en octobre 2020. Mais vous savez, tout parti politique a des stratégies. Et bientôt, les Ivoiriens seront très à l'aise. Et nous irons tranquillement parce que le gouvernement va appeler effectivement les partis politiques. La CEI sera réformée. Les cartes nationales d'identité seront gratuites. Et peut-être même que toutes les propositions de l'opposition seront prises en compte. Qu'est-ce qu'ils font de cette conviction? Qu'est-ce qui vous fait croire que le gouvernement va vous appeler? Parce que, comme le disait quelqu'un, ça va s'imposer à eux. De quelle manière, j'ai envie de savoir? Par quel moyen? Par la plus belle des manières. À laquelle? Le dialogue. Le dialogue. Justement. Donc avec le PDCI, voilà, justement, jusqu'à là, il n'y a que des promesses, de belles paroles. On attend la campagne électorale pour proposer des solutions aux différentes souffrances, aux difficultés que vivent les jeunes de Côte d'Ivoire. Finalement, je dis, on doute même de la bonne foi. Non, on ne peut pas douter de la bonne foi. Vous savez pourquoi on ne peut pas douter de la bonne foi du PDCI-RDA? C'est que je vous ai dit tout à l'heure que vous avez même dit que nous avons co-géré des pouvoirs depuis 2000, effectivement. Et je vous ai dit qu'on avait des ministres dans le gouvernement qui proposaient des solutions, mais ce n'était pas écouté par l'exécutif. Et c'est ce qui fait que le PDCI-RDA aujourd'hui, en tant que parti démocratique, attend le moment opportun pour proposer de façon démocratique ces solutions qui, je pense bien, sera bien perçue par la population et que dès 2020, ça sera mis en exécution. Ok, donc on vous a saisi, voilà, ainsi s'achève ce numéro de l'Arbre à Palabre. Amis jeunes, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à vous, Monsieur Joël Kouadio, président de la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et du Rassemblement démocratique africain, membre du bureau national. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci aussi à vous également, chers collaborateurs Ange Noré, Alec Lavry et Jennifer Oulier. Abraham Djentea est au microphone. Bye et à la semaine prochaine. L'Arbre à Palabre. L'Arbre à Palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'Arbre à Palabre, une production du Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande.